Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire de l'Orax traitant des points incontournables à prendre en considération pour une prise en charge médicamenteuse optimisée en équipe. Un des basiques pour aborder une problématique reste l'irremplaçable QQOQCP. Donc, qu'est-ce que c'est que la prise en charge médicamenteuse? C'est l'organisation du circuit du médicament qui va viser à garantir que chaque patient que l'on prend en charge reçoive les médicaments conformes dont il a besoin. Et quand on parle de conformité, c'est en termes de médicaments prescrits, en termes de posologie, en termes de qualité du médicament, de non-péremption, de voies d'administration, etc. Donc, le médicament dont il a besoin, quand il en a besoin, et avec un suivi des effets du médicament. Et donc, si on fait une approche processus un peu de cette prise en charge médicamenteuse, on a des patients qui nécessitent, des patients entrant dans nos établissements qui nécessitent un traitement médicamenteux. Et l'idée, c'est que si le processus est optimisé, à leur sortie, ils auront reçu les traitements médicamenteux dont ils avaient besoin dans le respect des standards de la qualité et de la sécurité des soins. Et ça implique qu'entre l'entrée et la sortie, on ait pu dérouler de manière optimisée la réalisation de cette prise en charge médicamenteuse, avec un point de vigilance, des points de vigilance à l'entrée du patient. Le déroulé du processus de réalisation, c'est le rectangle qui est au milieu, donc les étapes opérationnelles qui impliquent, pour qu'elles se déroulent bien, qu'au niveau du management de l'établissement, on ait décidé de comment doit se passer la prise en charge médicamenteuse en termes de stratégie, en termes d'évaluation des pratiques, en termes d'amélioration, c'est-à-dire comment est-ce qu'on, en permanence, en fonction des évaluations, on améliore le dispositif, également en termes de communication, de formation, etc. Et ce management, ces décisions autour de la prise en charge médicamenteuse, bien sûr, sont en lien direct et en influence directe sur les processus supports, c'est-à-dire les ressources qui vont être mis à disposition des opérateurs du milieu pour que le processus se déroule au mieux. Donc la prise en charge médicamenteuse, c'est un peu la bonne réalisation de ce dispositif-là. Et si on s'intéresse plus précisément au cœur de métier, la prise en charge médicamenteuse, et ça c'est la représentation classique de la prise en charge médicamenteuse, c'est la succession des étapes de prescription initiale, puis de dispensation, puis de stockage et de détention du médicament, puis d'administration, des médicaments et de surveillance des effets du traitement et ensuite l'évaluation de l'efficacité du traitement ou de la tolérance du traitement et le suivi. Et cette boucle correspond à la prise en charge médicamenteuse du patient, on va dire le processus opérationnel. Donc ça, c'est le quoi de la prise en charge médicamenteuse. Maintenant, quels sont les acteurs de la prise en charge médicamenteuse? Donc, au niveau du processus de réalisation, les opérationnels qui assurent le cœur de métier, on retrouve au niveau de l'étape de prescription les médecins, alors des médecins seniors, des internes, et puis les autres prescripteurs, comme par exemple les sages-femmes. Mais à cette étape de la prescription, on a aussi, dans le cas où les patients sont conscients, en état de recevoir une information, Heu, on a aussi le patient à cette étape de prescription et en fait, dans notre vision, il faut vraiment que quand on parle équipe de prise en charge médicamenteuse, on inclut ou équipe de soins au sens large, on inclut le patient dans l'équipe. Donc à cette première étape du processus opérationnel de prise en charge médicamenteuse, il faut qu'on inclue aussi le patient et l'information qu'on lui donne, l'implication qu'on lui permet d'avoir. À l'étape suivante, on a l'étape de dispensation. Donc là, les acteurs, ce sont les pharmaciens et les préparateurs en pharmacie hospitalière qui agissent, heu, qui interviennent sous couvert des pharmaciens. C'est un point également important. On a ensuite l'étape de stockage, de détention, donc de la pharmacie vers les services. Donc ça veut dire qu'il y a un transport des médicaments qui se fait et donc en fonction des organisations, il y a des agents de liaison. Ça peut être les agents du service, proprement dit, ça peut être une équipe centralisée, ça peut être, des agents de la pharmacie
En tout cas, il y a un agent de liaison qui est impliqué dans le bon fonctionnement de la prise en charge médicamenteuse sur la partie transport. Et puis pour ce qui concerne le stockage et la détention en service, sont impliqués les infirmiers et les cadres, principalement. À l'étape d'administration du médicament et de surveillance du traitement, on retrouve les infirmiers, également les manipulateurs en électroradiologie qui peuvent être amenés à injecter des produits, les médecins et les cadres. Et on retrouve également à cette étape-là le patient qui doit être informé à chaque fois que c'est possible, que son état le permet, des traitements qu'on va lui administrer, des impératifs de surveillance du traitement, voilà. Toujours la notion d'implication et d'information du patient. Et puis enfin, après l'administration du traitement, on a, ben, à l'étape d'évaluation et de suivi, à nouveau, les médecins et les prescripteurs, au sens large. Et ce qui est important vraiment de percevoir et d'alimenter, c'est que entre ces différents, acteurs, forcément, en permanence, il doit y avoir de la communication, de la coordination et du feedback. Vous voyez que les flèches sont des flèches à double sens, donc il peut y avoir des allers-retours, par exemple, typiquement et on va y revenir, entre l'étape de prescription et l'étape de dispensation, le médecin transmet au pharmacien, la prescription, le pharmacien analyse et peut faire un retour au médecin et il est important que le médecin tienne compte de ce retour. Donc il y a des feedbacks en permanence entre les différents acteurs. Et ça, c'est un point extrêmement important. Et travailler sur ces feedbacks, avoir conscience de ces interfaces, c'est ce qui va permettre d'optimiser, la prise en charge médicamenteuse. Toujours dans le qui, on a, bah, les acteurs des autres, processus, hein, et principalement les acteurs du processus de management, donc les décideurs, ceux qui vont, réfléchir à comment doit s'organiser, comment on va structurer, quelle est la stratégie qu'on va mettre en place pour une prise en charge médicamenteuse optimisée dans notre établissement. Et là, on retrouve le top management des établissements qui sont concernés, donc direction, présidence de CME, direction des soins. Un acteur très important, hein, qui a été, mis en place par la réglementation il y a maintenant un peu plus d'une dizaine d'années, c'est le responsable du système de management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse. Donc bien sûr, c'est vraiment au niveau, du processus de management qu'on décide de qui va être ce RSMQ, comment il va pouvoir fonctionner, quel va être le temps qu'il va pouvoir dédier à ses activités, quelles vont être ses ressources et cetera. On a et dans la plupart des établissements, même si ça n'est pas obligatoire, mais on a une COMEDIMS, donc un comité du médicament, une commission du médicament et des dispositifs médicaux stériles et les membres de cette COMEDIMS doivent régulièrement échanger sur comment va être ce processus, ce système de management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse. Ah On putain, mais c'est retrouve le pas possible. responsable qualité. Alors il y a un micro ouvert. Bonjour. Le responsable d'assurance qualité de l'établissement et le coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins. Et bien sûr, ces acteurs du processus management, ben, c'est eux qui alimentent, et qui orientent, ce que vont faire les acteurs des processus support, comme le service informatique et on reviendra sur l'importance, vraiment, une importance essentielle de l'informatisation de cette prise en charge médicamenteuse, les services logistiques et cetera. Donc, vous voyez, sur le qui, on a les qui du processus opérationnel, les qui du management, les qui des processus support et tous ces acteurs doivent fonctionner en bonne coordination. Après, on peut se dire aussi pourquoi, finalement, pourquoi est-ce qu'on fait tant de bruit et pourquoi est-ce que la prise en charge médicamenteuse, génère tant d'attention? Ben, c'est un processus opérationnel complexe, comme on le sait tous, comme on peut le visualiser sur les schémas qu'on essaye de faire, même en essayant de simplifier les schémas, il reste toujours, vous voyez, des flèches à double sens, des interfaces, des acteurs qu'on retrouve à certains moments, voilà et des acteurs qui sont tous différents, qui ont des logiques différentes. Donc c'est un processus qui est complexe, avec beaucoup d'interfaces qui doit être, en particulier enfin pour le processus opérationnel qui doit être mobilisé, qui est mobilisé H24, 7 jours sur 7, de manière programmée, c'est-à-dire qu'il y a des administrations médicamenteuses H24, 7 jours sur 7, mais il y a aussi un processus opérationnel qui doit être mobilisé et performant, même quand on ne s'y attend pas, c'est-à-dire
prescriptions qui doivent être modifiées ou qui doivent être introduites alors que la plupart des acteurs ne sont pas présents sur site. Un patient qui arrive en urgence ou qu'on ne connaît pas, qui a un traitement dont on ne dispose pas. Donc il faut arriver à rendre ce processus opérationnel H24, 7 jours sur 7, dans toutes les conditions. Donc c'est particulièrement, heu, compliqué, complexe, on va dire. Comme on a pu le dire, les acteurs du processus, ils sont multiples. Ils sont géographiquement distants, c'est-à-dire qu'ils ne se voient pas, ils ne sont pas dans une même unité de lieu, ils sont dans le même établissement, mais ils ne sont pas dans un même service et pourtant ils doivent obligatoirement toujours se coordonner. Et puis on a des acteurs qui ont des référentiels métiers différents, heu et pourtant qui doivent se comprendre. Et c'est important que chacun cherche à comprendre, le référentiel et les impératifs de l'autre pour que finalement on arrive à, même si on n'a pas des référentiels communs, mais qu'on arrive vraiment à un objectif commun. Donc ça, c'est extrêmement important et il faut vraiment que tous les acteurs soient dans cette, démarche peut-être un peu humble, hein, de comprendre l'autre au bénéfice du patient. Et donc voilà, ça c'est l'autre point important, c'est que dès que c'est possible, dès que le patient est en mesure de comprendre, on ne parle pas des enfants bien sûr, ou encore qui les parents, on ne parle pas des patients inconscients, mais impliquer le patient dans la prise en charge médicamenteuse, c'est un attendu très clair, dans l'amélioration de la qualité, et de la sécurité, de cette prise en charge. Et donc au final, bah, c'est un processus multirisque, hein. Il y a des risques à peu près partout et certains risques, ont un indice de gravité très élevé. Et juste pour, rappel, hein, depuis les nombreuses années où les différents pays et en particulier la France établissent un peu un référentiel, un classement des causes d'événements indésirables graves associés aux soins, la thématique de la prise en charge médicamenteuse a toujours fait partie du top 3 de ces causes d'événements indésirables graves associés aux soins. C'est le cas dans la dernière publication de la HAS en 2021, mais c'est également ça a toujours été le cas. Donc, des risques, potentiels particulièrement critiques. Donc la question, c'est comment? Comment est-ce qu'on fait pour assurer la qualité et la sécurité de ce processus? Et au final, comment est-ce qu'on fait pour améliorer ce processus en continu? Donc là, il y a quand même des mots-clés qui résonnent et je vais mobiliser un autre basique, dans nos préoccupations, c'est la roue de Deming. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on fait tourner cette roue et comment on tend en permanence vers une amélioration continue de la qualité de la prise en charge médicamenteuse. Donc la roue de Deming, c'est le fameux PDCA, donc le plan qui est, on définit ce qu'on veut faire, on écrit ce qu'on veut faire et on le définit ensemble. Le do qui est, bah, on fait ce qu'on a écrit et ce qu'on a prévu. Le check qui va être, on vérifie ce qu'on a réellement fait, finalement. Et l'étape acte qui va être, ben, on évalue le gap qu'il y a entre ce qu'on a constaté lors de notre évaluation et ce qu'on était censé faire et on réajuste nos plans, notre stratégie, notre communication, notre formation et cetera. On le réajuste pour améliorer la qualité et ça, on le fait en permanence. Donc concernant la prise en charge médicamenteuse, les éléments de l'étape plane, c'est-à-dire ce qui doit être prévu, ce qui doit être défini, c'est dans chaque établissement une politique spécifique, aux risques médicamenteux, une politique spécifique au circuit du médicament et un programme d'action qualité-sécurité des soins qui décline les attentes de cette politique. Et dans la politique, on définit comment on va manager la prise en charge médicamenteuse, par exemple aussi comment on va gérer les événements indésirables médicamenteux, comment on va favoriser leur repérage, comment on va les analyser. On va aussi définir comment est-ce qu'on quel va être notre schéma d'informatisation, comment on met en place ou comment on continue à étendre le dossier patient informatisé, comment on assure que les médecins, par exemple, auront accès à distance au DPI, comment est-ce qu'on assure que la pharmacie aura accès à l'ensemble du dossier patient pour que les analyses pharmaceutiques soient pertinentes. Voilà, tout ça est défini au niveau de la politique du management de la prise en charge médicamenteuse. Dans cette étape plane,
On a aussi, bien sûr, hein, ça en découle, le manuel qualité de la prise en charge médicamenteuse. C'est un document qui est attendu et associé à ce manuel, on aura une cartographie des risques de la prise en charge médicamenteuse de l'établissement qui doit être régulièrement actualisée. Sur l'ancienne itération de la certification, sur la V 2014, tous les établissements ont fait leur cartographie des risques prise en charge médicamenteuse, mais c'était à un moment donné et il est important de l'actualiser une fois par an, tous les 18 mois, enfin à une périodicité définie et elle est associée, elle est en lien avec ce manuel qualité. On retrouve aussi dans, les éléments de l'étape plan, de ce qui est défini, tous les règlements en lien avec la pharmacie à usage intérieur. Les règles de fonctionnement de la pharmacie, les modalités d'approvisionnement de la pharmacie, comment est-ce que la pharmacie fait rentrer les stocks de médicaments pour l'établissement, les règles de dispensation vers les services, éventuellement des chartes passées avec les services, les habilitations des prescripteurs, les prescripteurs qui peuvent prescrire, qu'est-ce qu'ils peuvent prescrire? Est-ce que les internes peuvent prescrire ou pas? Qu'est-ce qu'ils peuvent prescrire? Le dépôt de signature, tout ça est retrouvé au niveau de la pharmacie à usage intérieur et ça fait partie de l'étape plan, de ce qui doit être, mis en place au départ, dans le processus de management. Bien sûr, le livret thérapeutique, le livret du médicament et des dispositifs médicaux spécifiques à l'établissement, qui lui aussi doit être établi, en consensus, heu, pharmacie, prescripteur, alors sous l'égide de la Comedims, hein, en général et qui doit être régulièrement actualisé. Heu, Tous les documents que l'établissement peut être amené à produire ou à utiliser, pour sécuriser la prise en charge médicamenteuse et qui vont être destinés aux professionnels ou aux patients. Et en particulier, on va y revenir parce que c'est un point de vigilance très important dans cette certification et dans la sécurité de la prise en charge médicamenteuse, les documents qui vont concerner le bon usage des antibiotiques, les documents qui vont concerner la gestion des médicaments à risque, les documents qui vont concerner, l'implication du patient, enfin vraiment tous les documents, ça ce ne sont que des exemples. Il y a bien sûr beaucoup d'autres documents qui peuvent servir à aider les professionnels, dans la sécurisation de la prise en charge médicamenteuse et tout ça doit être dans l'étape plan. On a aussi le plan de formation continue de l'établissement en lien avec, l'amélioration de la prise en charge médicamenteuse. Le CAQES, bien sûr, incontournable, hein, le lien entre, l'établissement et l'OMEDIT, et l'ARS. Et puis, tous les autres documents, hein, cette liste n'est pas exhaustive. Vous voyez, j'arrivais au bout de du cadre, donc j'ai mis des points de suspension, mais tous les documents, tous les éléments, toutes les ressources qui vont permettre, de cadrer cette prise en charge médicamenteuse font partie du plan. Ça nous dit, en fait, ce que dans notre établissement, on souhaite voir mis en œuvre. Et c'est ça qui va permettre ensuite de passer à l'étape suivante qui est, bah, on transmet toutes ces informations, on diffuse, on partage toutes ces informations avec les professionnels afin qu'ils mettent en œuvre ce qui est prévu et également qu'ils puissent disposer, des ressources nécessaires. Et donc l'étape 12, c'est ce que les professionnels mettent réellement en œuvre à partir de ce qui est prévu et de ce dont ils disposent. Donc, on pourrait s'imaginer qu'on peut tourner entre ces 2 étapes, mais ce qui est évident, c'est qu'il y aura forcément un différentiel entre ce qu'on avait prévu et ce qui est réellement mis en œuvre. Et c'est pourquoi il faut absolument évaluer régulièrement la performance, en fait, de cette prise en charge médicamenteuse par une étape check, qui est donc l'évaluation de la prise en charge médicamenteuse dans votre établissement de santé. Et ce qui est intéressant, c'est que, le manuel de certification nous offre à la fois des éléments pour évaluer la qualité de notre prise en charge médicamenteuse et des méthodes. Donc on peut se servir de ces critères, de ces méthodes et on peut tout à fait compléter, par d'autres méthodes d'évaluation des pratiques. C'est pas obligatoirement, le référentiel HAS, mais c'est voilà, c'est de bonne loi quand même de l'utiliser, puisque par ailleurs on va être évalué avec selon ces éléments-là, mais on peut tout à fait compléter avec d'autres méthodes de PP et c'est même indispensable. Et puis derrière cette évaluation que vous aurez fait de votre prise en charge médicamenteuse, beh, vous devez accorder une suite aux résultats de ces évaluations, c'est-à-dire, bah, maintenant qu'est-ce qu'on fait pour s'améliorer, pour, corriger les vulnérabilités, les défaillances ou qu'on a perçues grâce à l'étape check
ou bien répondre aussi aux nouvelles dispositions réglementaires. Et ce qu'il est important de comprendre, c'est que cette route d'Emming, vous devez la faire tourner en autonomie. Et quand la HAS viendra, la visite de certification de la HAS, elle vise à évaluer, pas évoluer, mais à évaluer l'ensemble de votre roue de Deming et votre capacité à la faire tourner. Donc la HAS ne va pas seulement faire le check de ce que vous avez prévu, de ce que les professionnels font, elle va aussi vérifier de quelle manière vous vous saisissez, vous, des résultats de vos évaluations pour vous améliorer. Donc de quelle manière vous êtes capable de faire tourner cette roue. Donc du coup, ben, on va parler un petit peu plus, précisément de ces critères HAS. Comment est-ce que la HAS, elle propose et elle entend évaluer la prise en charge médicamenteuse d'un établissement de santé? Donc on ne va pas y revenir, il y a plusieurs méthodes, hein, d'évaluation. Je n'ai pas fait figurer sur cette diapo l'audit système parce que ce n'est pas, une méthode mobilisée pour évaluer la prise en charge médicamenteuse, mais pour évaluer la prise en charge médicamenteuse, la HAS mobilise la méthode du patient traceur, la méthode du traceur ciblé, il y a un traceur ciblé spécifique circuit du médicament, la méthode du parcours traceur, donc le parcours traceur, c'est essentiellement la capacité des équipes à se coordonner pour une prise en charge, optimisée du patient, et puis la méthode des observations, où on a des items d'observation précis. Donc on l'a dit, hein, l'implication du patient, elle est extrêmement importante et la HAS va évaluer, et il est important aussi qu'on l'évalue nous, de quelle manière les patients de vos établissements reçoivent une information claire et adaptée concernant un certain nombre d'éléments de leur prise en charge, dont les traitements médicamenteux qu'ils reçoivent. Et cette évaluation, elle va se faire en interrogeant des patients, en entretien avec des patients, des vrais patients. Et puis, également, on s'intéressera à savoir si le patient, en prévision de sa sortie, est informé des consignes de suivi pour les médicaments qu'il devra continuer à prendre. Donc on a aussi là l'information du patient à la fin du processus, juste avant la sortie. Donc est-ce qu'il est bien informé? Et encore une fois, ça c'est, heu, parole de patient. Qu'est-ce que les patients en disent? Est-ce que vraiment ils reçoivent ces informations? Il y a un échange aussi avec les professionnels, mais là c'est parole de patient. Heu, Par ailleurs, la HAS évalue également par un au alors j'ai oublié de vous dire que l'indexation, au début de chaque phrase, ça correspond au numéro des critères du manuel de certification. Donc, les 2 premiers critères qu'on a vus, voilà, c'était le chapitre 1 sur le patient, et donc ça rentre dans l'objectif qui est: le patient est informé et son implication est recherchée. C'est l'objectif 1, le premier objectif de ce chapitre patient. Ensuite, dans le chapitre 2, qui concerne les équipes de soins, et en termes de pertinence, la HAS va chercher à savoir de quelle manière l'antibiothérapie est gérée dans l'établissement et en particulier, est-ce que la pertinence des prescriptions d'antibiotiques est argumentée et réévaluée, ce qui est également, suivi, bah, par un indicateur qualité, sécurité des soins, un X. Et donc là, il y a un certain nombre d'éléments d'évaluation pour ce critère sur l'antibiothérapie et en particulier l'argumentation et la réévaluation. Il y a également un critère qui est un critère avancé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une exigence ferme, c'est pas un attendu strict de la HAS, mais il est quand même de bon ton, on va dire, de s'intéresser à cette notion de conciliation médicamenteuse, c'est-à-dire faire le point, des traitements du patient quand il rentre, tous les patients, tous les traitements que le patient prend, heu savoir ce qu'il prend, voilà, faire le point, que ce soit des médicaments prescrits ou non prescrits, ça peut être aussi des médicaments en automédication et puis, la conciliation à la sortie et donc, il est intéressant et important et recherché, souhaité que les établissements réfléchissent à une stratégie pour rentrer progressivement dans cette conciliation médicamenteuse, en particulier à l'entrée du patient. Donc ça également, c'est un élément. Ensuite, on rentre dans le schéma classique de la prise en charge médicamenteuse, hein. On va vérifier que les équipes respectent les bonnes pratiques de prescription et de dispensation des médicaments
Et derrière ce libellé de critères, il y a des éléments d'évaluation, on va y revenir. Vérifier également par la méthode du traceur ciblé et par la méthode du patient traceur que les équipes respectent les bonnes pratiques d'administration. Pour l'HAD, il est vérifié également que les équipes d'HAD maîtrisent la sécurisation du circuit des produits de santé. Ensuite, on a un critère qui est là noté en rouge, c'est-à-dire que c'est un critère impératif et qui concerne les médicaments à risque. Et ce qui est attendu, c'est que les équipes maîtrisent l'utilisation des médicaments à risque qu'elles sont amenées à utiliser dans leur service. C'est vérifié, c'est évalué par la méthode du traceur ciblé, mais également par des observations, en particulier sur la présence, la mise à disposition d'une liste qui précise dans le service les médicaments à risque, une liste adaptée, et puis l'observation des règles de stockage de ces médicaments à risque dans l'unité. On a ensuite un critère concernant l'approvisionnement, le stockage et l'accès aux produits de santé, s'assurer que ces différentes étapes sont réalisées conformément aux recommandations de bonne pratique. Donc là encore, c'est par la méthode du traceur ciblé et également des observations sur le stockage des médicaments, en particulier en unité de soins. Et puis enfin, par la méthode du parcours traceur, c'est-à-dire, l'entretien avec les équipes, de professionnels, on va s'assurer on va évaluer de quelle manière est-ce que les équipes maîtrisent le risque de discontinuité de prise en charge médicamenteuse du patient vulnérable à sa sortie. Comment est-ce qu'on sécurise, heu, la sortie du patient vulnérable en s'assurant qu'il a bien compris, son traitement de sortie, les éventuels arrêts thérapeutiques par rapport à son traitement d'entrée, la disponibilité du produit. Mais moi, je suis d'avis que cet objectif de, éviter un risque de discontinuité de prise en charge médicamenteuse à la sortie soit quelque chose de systématique et pas seulement pour le patient vulnérable. Je pense que pour tout patient, il faudrait qu'on puisse mettre ça en place. Donc vous voyez que là, sur cette diapo, finalement, on a tous les éléments, tous les critères d'évaluation, de la prise en charge médicamenteuse avec leur méthode, hein. Donc je répète, des entretiens avec les patients pour ce qui concerne le patient traceur, aussi avec les équipes, mais pour à chaque fois rechercher en fait la méthode du patient traceur, c'est soit, auprès du patient, avoir le témoignage de son implication, de son information ou auprès des équipes, comment est-ce que vous vous y prenez pour informer ou impliquer le patient? On a énormément de critères qui sont évalués par la méthode du traceur ciblé. Donc là, l'expert visiteur, rencontre les équipes, rencontre les professionnels, observe, échange également avec la gouvernance si c'est nécessaire, en fonction des éléments d'évaluation. On a un petit peu de parcours traceur, donc d'échange avec les équipes et puis des observations. Et donc, comme je vous l'ai dit, hein, qui est-ce qui peut en fait témoigner aux experts visiteurs de la réalité de la prise en charge médicamenteuse? Ça va être les professionnels. Ceux qui sont au niveau du processus de réalisation, heu, également ceux qui sont finalement au niveau du processus de management, ça n'apparaît pas sur la diapo, mais c'est le cas. Donc processus de réalisation, les professionnels en service, les médecins, les IDE, les cadres, éventuellement les agents de liaison entre la pharmacie et les services s'il y en a, les pharmaciens, les préparateurs en pharmacie et là donc ces professionnels, ils vont être, entre guillemets «audités», en tout cas ils vont rencontrer les experts visiteurs lors de traceurs ciblés, ils vont être observés dans leurs pratiques, en particulier l'étape d'administration, hein. Les experts visiteurs, vont observer, la réalisation d'une préparation et d'une administration d'un médicament et puis au cours du parcours traceur également. Ah ben voilà, je l'avais mis. Les managers du système, qui eux interviennent dans le processus de management et de support, donc ça va être le RSMQ, les membres de la Comédims ou en tout cas le président ou la présidente de la Comédims, le responsable assurance qualité, le coordonnateur de la gestion des risques, le top management qui eux vont être, interrogés, et échanger avec les experts visiteurs au cours du traceur ciblé. Et puis les patients, on l'a dit, qui eux vont pouvoir donner leur point de vue, leur perception, leur expérience patient au cours des patients traceurs. Donc vous voyez que ce sont les différentes sources,
qui vont permettre aux experts visiteurs, ben, d'évaluer la performance de la prise en charge médicamenteuse d'un établissement. Alors si, je vais quand même vous dire que pour le traceur ciblé, hein, on a dit qu'il est, quand même la méthode de choix pour, évaluer la prise en charge médicamenteuse. Pour déployer un traceur ciblé, la méthodologie, c'est que l'expert visiteur va choisir une cible et que ça va être le prétexte, en fait, le fil rouge pour pouvoir évaluer le processus. Et les cibles qui sont possibles lors des visites de certification, ce sont les prescriptions d'antibiotiques. C'est-à-dire qu'à partir de la prescription d'un antibiotique, ben, l'expert visiteur va dérouler tout le processus, rencontrer les différents acteurs qu'on a cités précédemment pour voir comment est-ce que cette prescription d'antibiotiques est sécurisée au maximum et de bonne qualité. Donc, il y aura des prescriptions qui, à minima, vont intégrer un antibiotique péros, un antibiotique injectable. Également les prescriptions de médicaments à risque, à minima un médicament à risque injectable, un médicament à risque péros. Et vous voyez, les médicaments à risque, ils sont vraiment spécifiques, des établissements, hein, de la spécificité, d'un service ou d'un établissement. Puisque, par exemple, pour un centre de dialyse, on va pouvoir prendre comme, cible, une prescription d'érythropoïétine ou d'anticoagulants qui est administré en séance de dialyse. Autre cible possible pour, ce traceur ciblé, ça peut être les stupéfiants. Et puis en HAD, ça va être carrément le circuit du médicament qui sera la cible. Et je vous ai juste mis là une photo une mise en situation d'un traceur ciblé, que la HAS avait partagé. Donc ça date un petit peu, hein, ça remonte à 2021, mais je pense que globalement, ça n'a pas trop changé. Vous pouvez toujours, regarder, où là, on a un traceur ciblé, circuit du médicament, et on voit un peu comment l'expert visiteur rencontre les différents professionnels. Donc cette vidéo est disponible sur YouTube. Alors pour comprendre un petit peu comment on peut évaluer à la fois nous, en tant que professionnels dans nos établissements, et comment on peut améliorer la prise en charge médicamenteuse, et puis comment les experts visiteurs vont regarder, et évaluer cette prise en charge médicamenteuse. J'ai relu à nouveau la fiche pédagogique de la HAS. Elle est décidément bien faite. Elle n'a pas été mise à jour, mais je ne pense pas qu'il y ait de nécessité particulière, hein, même s'il y a eu une évolution du manuel en 2000 fin 2022. Cette fiche pédagogique, elle reste toujours aussi bien faite, puisqu'en fait, elle reprend tout le processus, tout le circuit du médicament, la prise en charge médicamenteuse, et elle remet à chaque étape les points de vigilance. Donc je vous propose de rebalayer ça ensemble avec, vraiment un focus. Juste sur cette image, cette iconographie de la HAS, vous voyez que par rapport au circuit classique, ce qui apparaît en clair, donc qui va être vraiment un point de vigilance incontournable lors des visites, c'est le bon usage des antibiotiques, la gestion des médicaments à risque, l'évaluation des pratiques et puis la conciliation des traitements médicamenteux. On a dit que c'était un critère avancé, mais voilà. Donc c'est en plus de notre classique, circuit prescription, dispensation, stockage, approvisionnement, stockage, préparation de l'administration, administration et surveillance, on a ces points de vigilance très importants. Donc sur la première étape, qui est la prescription médicamenteuse, ce que la HAS va regarder, c'est est-ce que la prescription est informatisée? L'informatisation est synonyme, de sécurisation. Considère que ça permet d'harmoniser la prescription, d'éviter, enfin d'avoir un certain nombre d'alertes de sécurité. Donc c'est vraiment à maints points de vue, c'est un gage de sécurisation. Mais les points de vigilance, ça va être dans l'établissement, quel est le niveau de déploiement du dossier patient informatisé, de l'informatisation du circuit du médicament? Est-ce que tous les services sont en DPI? Est-ce que la pharmacie a accès à ce DPI, à l'intégralité, du dossier patient? Si tous les services ne sont pas informatisés, comment sont gérées les interfaces entre les services informatisés, les services non informatisés? Donc du coup, les prescriptions informatisées, les prescriptions, manuscrites, comment se fait cette interface? Et puis un point, qui doit nous alerter et qui doit vraiment faire l'objet, de réflexion au niveau décisionnel, hein, de ce processus, c'est comment on s'organise s'il y a des bugs informatiques. Des bugs informatiques, ça peut être
des cyberattaques, ça peut être des problèmes de cybersécurité, ça peut être des problèmes plus basiques, on va dire, il y a plus d'électricité, enfin voilà, on n'a plus accès au DPI, comment on fait? Qu'est-ce qu'on a prévu de faire? Tout ça doit être pensé et tout ça sera évalué. Et bien sûr, avoir quand on y réfléchit et quand on l'évalue en interne, en auto-évaluation, on doit définir heu, un plan progressif. On n'aura pas une baguette magique pour tout résoudre tout de suite, mais comment est-ce que, avec un échéancier, on va pouvoir répondre à ces questions? Heu, Si la prescription est manuscrite, bien sûr, hein, il y a des attendus sur, les items qu'on doit retrouver sur une prescription manuscrite conforme et tout ça est évalué et vraiment je vous invite à regarder en détail cette fiche pédagogique, mais ça correspond à, simplement les bonnes pratiques. Il faut aussi qu'on puisse les auto-évaluer. Il y a la question des habilitations également, on en a parlé, hein. Quels sont les prescripteurs habilités à prescrire quoi? Et tout ça doit être défini et connu de tous. Il ne s'agit pas de rece enfin qu'un prescripteur, par exemple, nouvellement arrivé, découvre, s par le biais d'une prise en charge médicamenteuse d'un patient précis qu'il ne peut pas prescrire tel ou tel type de choses. Il vaut mieux le lui dire à l'avance. Donc ça inclut aussi, comment on informe, les nouveaux arrivants de ces dispositions. Et puis, il y a tout un volet particulièrement important que la HAS appelle les prescriptions particulières. Il y a d'abord les protocoles. Heu, il peut y avoir, et il est tout à fait souhaitable, qu'il y ait des protocoles thérapeutiques quand on a des prises en charge, récurrentes. Ce qui est attendu, c'est que ces protocoles soient obtenus après une rédaction pluriprofessionnelle. Donc il faut que ça apparaisse dans la présentation du protocole, hein, qu'il y ait un groupe, qui a approuvé le protocole, qui a travaillé à sa rédaction. Heu, le protocole doit être daté, signé par un médecin, révisé régulièrement. Alors ils disent annuellement, en tout cas qu'il soit révisé régulièrement et puis surtout qu'il soit diffusé et disponible, pour toutes les parties prenantes qui sont censées l'appliquer. Donc il y a un point de vigilance particulier sur ces protocoles. Il y a également un point de vigilance important sur les prescriptions en si besoin. Les prescriptions en si besoin, il faut absolument qu'elles soient claires. Elles ne sont pas interdites, mais il faut juste que le besoin ne prête pas à confusion ni à interprétation variable d'un professionnel à l'autre. Donc une prescription, par exemple, dentalgique en si besoin, ça veut dire que le besoin doit être, adossé à un chiffre, d'EVA, EVA supérieur à tant, donc on applique telle prescription, mais c'est pas si besoin. De la même manière, si on a une prescription d'un sédatif si besoin, il faut vraiment préciser quel est le besoin, c'est-à-dire, on va la perception de l'agitation, par exemple, d'un patient va être différente d'un professionnel à un autre et on peut arriver à des prescriptions, et à des administrations un peu aléatoires. Donc les prescriptions si besoin, il faut absolument, qu'elles soient claires. Ça veut dire que si ce n'est pas le cas, dans vos organisations ou dans tous les services, il faut absolument se poser en équipe pluriprofessionnelle pour définir le besoin, que les personnes, en particulier les infirmiers qui sont amenés à exécuter ces prescriptions puissent dire les difficultés, d'interprétation qu'elles peuvent rencontrer, et que les médecins puissent entendre et que du coup, ensemble, il y ait une avancée sur ces prescriptions en si besoin. Vraiment ce qui est important de noter, je ne vais peut-être pas le dire à chaque fois, mais c'est un fil rouge, c'est à chaque fois qu'il y a un point, un écart entre ce qui est idéal ou ce qui devrait être fait et ce qu'on fait, l'amélioration va passer par des échanges entre les professionnels. Encore une fois, qui ont des référentiels métiers différents, mais qui doivent se comprendre. Donc optimiser la prise en charge médicamenteuse, ça implique forcément des échanges, forcément. Et puis le 3e point de vigilance sur les prescriptions particulières, c'est les prescriptions orales, heu, qui alors a priori sont totalement interdites, proscrites, sauf dans des cas d'urgence qui doivent rester exceptionnels, qui doivent, le plus possible être, alors prévues ou anticipées par des prescriptions, enfin des protocoles d'urgence, on va dire, et puis, une, une retranscription, une prescription médicale écrite dans le dossier la plus proche possible, hein, dans le dossier du patient, la plus proche possible de l'échange oral avec l'infirmier.
Sinon, clairement, et c'est redit dans la fiche pédagogique et finalement c'est la loi, c'est la responsabilité de l'infirmier qui est engagée. Vraiment très une grande vigilance sur ces prescriptions orales et il faut oser en parler entre nous, entre enfin, au niveau de l'établissement, parce que c'est vraiment un point sur lequel les experts visiteurs vont gratter tout le temps et ça sert à rien en fait de se dire: «Bon, on fait très attention, personne ne dit» surtout personne ne dit qu'il y a des prescriptions orales pendant la visite de certification, parce que les experts visiteurs sont formés pour, faire dire ce qu'on n'a pas envie de dire. En fait, c'est des questions ouvertes qu'ils posent. Donc, dans un échange avec plusieurs équipes à plusieurs moments, peut-être, ressortira cette notion de, oui, il y a eu, une prescription orale, même si on n'a pas forcément envie de le dire. Donc il faut vraiment y avoir pensé et montrer qu'on est en train de faire tourner notre roue de Deming pour, réduire à peau de chagrin et finalement faire disparaître, ces prescriptions orales. L'accès, des prescripteurs à distance aux dossiers patients informatisés, c'est un des moyens qu'il faut absolument mobiliser, heu, pour lutter contre ces prescriptions orales. Ensuite, les prescriptions à haut risque, donc la HAS, fait en particulier allusion, aux prescriptions chez des personnes âgées ou chez des très jeunes enfants, en particulier les administrations en pédiatrie, où il y a souvent pas de forme pédiatrique. Donc la clarté, des prescriptions, adaptées à la pédiatrie, on y reviendra dans les médicaments à risque, hein, parce qu'en fait, un médicament dont la posologie est poids dépendante, va être considéré comme un médicament à risque. Donc comment est-ce qu'on sécurise tout ça? Heu et puis les prescriptions à l'entrée, hein, les points un peu, les nœuds un peu de fragilité, c'est à l'entrée du patient. Comment on gère son traitement personnel? Qu'est-ce qu'on fait de son traitement personnel? Comment on réajuste un petit peu tout ça? Et puis à la sortie, on en a déjà parlé, ça fait l'objet d'un critère spécifique. Et le dernier point aussi très important, c'est le support unique de prescription administration, c'est-à-dire qu'il est attendu que la traçabilité de l'administration, du traitement se fasse au regard de la prescription du traitement sur le même support. Donc ça sous-entend qu'il n'y a strictement aucune retranscription. On a une prescription médicale qui est faite sur un support et on attend à ce que l'infirmier administre le médicament au regard de ce support et trace l'administration sur le même support. Donc ça, c'est les points de vigilance, qui sont évalués, hein, les items qui sont évalués à cette étape du circuit. La deuxième étape du circuit, c'est la dispensation du médicament. Donc les points attendus par les et qui seront, passés à la loupe par les experts visiteurs, c'est l'analyse pharmaceutique des prescriptions, la préparation éventuelle des doses administrées, la délivrance des médicaments, donc la préparation éventuelle des doses administrées à la pharmacie, la délivrance des médicaments et la mise à disposition des informations et des conseils nécessaires au bon usage du médicament. Donc la dispensation, c'est tout ça. La dispensation, ce n'est pas que la délivrance des médicaments. La dispensation, ce n'est pas j'amène une prescription ou je fais parvenir une prescription à la pharmacie et j'attends juste qu'elle récupère le médicament et qu'elle me le donne. Il y a toute, en particulier l'étape d'analyse des prescriptions qui est extrêmement importante. Et cette analyse pharmaceutique, elle va être vraiment observée, analysée, discutée avec les experts visiteurs. Heu, Ils vont chercher à savoir et nous devons optimiser l'organisation de cette analyse pharmaceutique. Qui est impliqué? Qu'est-ce qu'on analyse? Est-ce qu'on analyse tout? Comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a accès, encore une fois, à tout le dossier ou juste à une prescription et on va juste vérifier sur une prescription qu'il y a pas d'erreur de dose, il y a pas d'erreur de posologie, mais on n'a pas le reste du traitement, on n'a pas les éléments biologiques du patient ou au contraire, est-ce qu'on a tout? Comment ça s'organise? Comment ça s'organise, heu, tous les jours, hein, y compris les week-ends? Comment ça s'organise, le soir, à tout moment? Comment est-ce que les interventions pharmaceutiques sont tracées? S'il y a une question, une alerte du pharmacien, une suggestion du pharmacien, comment est-ce que c'est tracé? Et finalement, est-ce que ces avis pharmaceutiques sont pris en compte par le prescripteur? Là, c'est la fameuse double flèche dont on parlait au début. On a vraiment des feedbacks et il y aura une attention, une vigilance particulière sur est-ce que, entre médecin et pharmacien,
l'information circule dans les 2 sens et il y a une vraie communication, une vraie prise en compte, par les 2 parties. Concernant la délivrance des médicaments, alors ce qui est clairement dit, et ce qui est clairement reconnu, c'est qu'il y a des modes de délivrance des médicaments qui sont en faveur d'une amélioration de la sécurité de la prise en charge médicamenteuse et il y en a d'autres pour lesquels, ben, on est moins dans les attendus de la sécurité. La délivrance nominative par la pharmacie, c'est-à-dire que la pharmacie délivre de manière individuelle le traitement de chaque patient, avec une identification du patient, une identification de chaque médicament, heu, par jour, pour chaque jour de prise, ça c'est le plus sécurisé. On peut avoir une délivrance nominative reglobalisée, c'est-à-dire que la pharmacie aura accès à l'ensemble des prescriptions, des patients d'un service et elle va préparer les traitements pour l'ensemble de ses patients et elle va les délivrer de manière reglobalisée. Donc le service sait qu'il a dans ce que lui délivre la pharmacie les traitements de tous ses patients, mais l'infirmière aura quand même à préparer, le traitement au moment de la prise. Et puis, le moins sécurisé, c'est ce qu'on appelle la délivrance globale, c'est-à-dire qu'il y a une définition d'une dotation en médicaments pour un service qui se fait de manière consensuelle entre les médecins du service et la pharmacie et les pharmaciens. Donc, la dotation en médicaments de l'établissement, pardon, du service, et à intervalles réguliers, ça peut être une fois par semaine ou 2 fois par semaine, la pharmacie délivre de manière globale au vu de cette liste des médicaments, que les patients, heu, quels que soient en fait les patients présents dans le service. Donc ça, c'est beaucoup moins sécurisant. Ce qui est aussi important, c'est que la plus-value de cette étape, c'est quand en termes de sécurité, hein, c'est quand le fait de rendre le traitement nominatif peut se faire à la pharmacie dans un espace dédié, avec bien sûr des ressources dédiées, des ressources humaines, des ressources, matérielles dédiées et qu'au final, quand, le traitement monte en service, l'infirmière n'a pas ce temps de préparation qui est extrêmement chronophage et qui, quand il se fait en service, se fait dans un environnement qui est beaucoup moins, sécurisé, beaucoup moins, dédié, en fait. Il est possible de faire une délivrance, nominative à la pharmacie dans des conditions agréables, voilà, calme, on va dire au calme, c'est beaucoup moins évident en service. Donc voilà pourquoi il y a cette notion de sécurité décroissante. Et puis on attend aussi de la pharmacie, au moment de la dispensation, qu'elle puisse, élaborer et transmettre aux professionnels et aux patients, des informations et des conseils pour le bon usage des médicaments. Donc voilà pour l'étape de dispensation. L'étape suivante, c'est l'étape d'administration. Donc là, ce qui est attendu, c'est que la prescription médicale soit prise en compte totalement par l'infirmier qui va préparer et administrer les médicaments, que l'infirmier vérifie finalement tout le temps la concordance entre le produit, le patient et la prescription et que, il puisse se mettre des alertes de contrôle à chaque fois, hein, des aides-mémoires en se disant: Attention, là, verrou, est-ce que c'est bien, le bon médicament, le bon patient, le bon médicament et est-ce que je suis bien dans ce que prévoit la prescription en termes de dose, de posologie, de moment d'administration, de voie d'administration?» Il faut également, bien sûr, que l'administration se fasse par un professionnel de santé habilité. Donc attention au glissement de tâches et la question aussi se pose de l'encadrement des étudiants en soins infirmiers. C'est une question qui doit se poser. Heu, Comment on s'organise? Là aussi, on est aussi dans le plan, hein. Comment est-ce qu'on fait? Heu, Comment se gère la traçabilité dans le dossier? À quel moment est-ce qu'elle a lieu? Est-ce que c'est immédiat? Est-ce qu'on fait tout son tour de médicaments et qu'après on s'assoit pour faire la traçabilité? Est-ce qu'on peut le faire de manière extemporanée? Et puis, comment est-ce qu'on informe le patient et comment est-ce qu'on surveille l'efficacité ou éventuellement la tolérance du médicament? Donc sur les points de vigilance, alors ils sont extrêmement importants à cette étape parce que, 50 des erreurs médicamenteuses recensées et ça c'est un chiffre, pas spécifiquement français, hein, c'est globalement, je pense qu'aux États-Unis c'est la même chose. 50 des erreurs médicamenteuses se passent à l'étape d'administration.
Alors, parce que vraiment on est là à un verrou où on peut encore détecter des erreurs en amont ou alors on peut effectivement introduire des erreurs à cette étape. Donc il faut faire extrêmement attention. Donc le personnage clé de cette étape, c'est l'infirmier qui doit avoir vraiment en obsession la règle des 5 B. On a dit le bon patient, le bon médicament, le bon moment, la bonne voie et cetera. Ça, c'est en permanence et en fait, l'infirmier, il a, en point de référence, son patient, la prescription et le médicament. C'est vraiment, les points, les repères, sur lesquels il doit à chaque fois apporter, des éléments, apporter sa plus-value, apporter son expertise. Concernant la prescription, l'infirmier doit en permanence, en tout cas quand il est à l'étape d'administration, avoir cette prescription en visu. Nous sommes des êtres humains, donc on a un cerveau qui nous joue des tours, qui est un peu facétieux et donc on ne va pas se dire: «Je vais tout retenir, je vais regarder en salle de soins et puis après je vais me souvenir de tout et je vais faire le tour». Il faut aussi que le 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 management pense, et réfléchisse à comment est-ce qu'on s'organise pour que les infirmiers aient au moment du tour de médicaments, en permanence, en visu, le support de prescription. Si on est en DPI, est-ce qu'on a suffisamment d'ordinateurs? Est-ce qu'on a suffisamment de réseau? Est-ce qu'il y a du réseau partout pour que, à l'entrée de toutes les chambres, ben, effectivement, ça fonctionne et qu'on l'infirmier ait vue sur le dossier patient informatisé? Est-ce qu'on a des tablettes? Comment on fait? L'infirmier n'est pas un magicien, donc il va faire avec les ressources dont il dispose. Ce qui est attendu, c'est qu'effectivement la prescription puisse être en visu et que ce soit un support unique, surtout pas de retranscription, surtout pas de cas où l'infirmier est en salle de soins, il note le traitement de chaque patient sur son petit calepin et ensuite il fait le tour. Ça, c'est totalement à proscrire. Il est également attendu que l'infirmier ait à disposition, s'il a besoin d'une confirmation, d'une précision, de lever un doute, qu'il ait accès au livret thérapeutique de l'établissement et qu'il ait accès à une base de données type Vidal. Vous savez que, pour certains établissements, on prescrit en DCI ou bien le rangement se fait en DCI. Parfois, les infirmiers n'ont pas le la connaissance forcément et enfin même pas seulement les infirmiers, hein. On fonctionne encore plus encore pas mal en nom de spécialité plutôt qu'en termes de DCI. Donc si on a un petit doute, c'est important d'avoir des référentiels auxquels on peut s'adosser pour s'assurer que ce qui est prescrit, ça correspond bien, quand on a une proposition de substitution de la pharmacie et cetera. Et puis, ce qui est indiqué dans cette fiche pédagogique qui est assez enfin, qu'il faut relever, c'est pour ça que je l'ai mis en gras, c'est qu'en fait, il est indiqué que si, après avoir analysé une prescription qu'il doit exécuter, un infirmier a un doute, voilà, il doit en faire part au médecin, il doit pouvoir joindre le médecin pour lui dire: «Mais enfin, il y a quelque chose qui m'inquiète, il y a quelque chose qui m'interpelle». Et le médecin va pouvoir soit le rassurer, soit le médecin n'est pas joignable, soit le médecin va malheureusement le prendre de haut en disant: «C'est moi qui prescris, donc vous n'avez qu'à exécuter». Dans ces cas-là, un de ces 3 cas-là, il peut être amené à en référer à son cadre ou à son référent, paramédical, supérieur. Et en fait, si vraiment il considère qu'il y a un risque pour la prise en charge du patient, il peut être amené à ne pas administrer. Alors bien sûr, ça c'est vraiment des situations exceptionnelles, mais pour autant, c'est prévu dans la fiche pédagogique. Donc je pense que ça peut être c'est également très intéressant d'en discuter en service. Alors en fonction de vos organisations, si vous avez des référents paramédicaux du médicament, ça peut être discuté en comédie, mais se poser cette question de comment on réagit, comment on fonctionne quand l'infirmier se trouve face à une prescription qui lui pose un problème. Et il faut en discuter aussi avec les médecins et c'est toute l'importance de pouvoir joindre en permanence un médecin, quel que soit enfin, ce fameux H24. Voilà. Donc, en tout cas, ça, c'est ce qui est prévu, ce qui est, heu, énoncé dans la fiche pédagogique. Concernant le patient, alors bien sûr, en étant sûr, après avoir vérifié la bonne identité du patient, l'infirmier doit informer le patient, qu'il va lui administrer un traitement, lui préciser peut-être la voie d'administration, répondre à ses questions éventuelles sur, enfin le à quoi va servir ce médicament
Il doit s'inquiéter d'éventuelles allergies du patient à ce médicament, donc dans le dossier du patient en particulier, et puis voir est-ce que le patient, est autonome ou dépendant pour la prise du médicament dans les cas, particuliers. Ça reste des cas particuliers. Et puis concernant le médicament, alors proprement dit, ce qui va être observé et ce qui est préconisé, c'est que la préparation du médicament qui va être remis au patient et en particulier bien sûr pour les injectables, doit se faire au plus proche de l'administration, juste avant administration, dans une zone adaptée qui va être, indépendante, c'est-à-dire différente de la zone de stockage et veiller à ce que cette zone permette, la tranquillité, qu'il n'y ait pas d'interruption de tâches au moment de cette préparation ultime de ce qui va être administré. Ça, c'est extrêmement important. Il faut également pouvoir mettre en place et à disposition des infirmiers des outils d'aide. Par exemple, la pharmacie va, fournir aux unités la liste des médicaments qui ne doivent pas être, écrasés. Alors c'est important d'adapter finalement cette liste à ce que, le service utilise comme médicament, parce qu'on peut toujours avoir une liste de 15 000 médicaments non écrasables, mais c'est compliqué pour un infirmier de s'y retrouver. Donc c'est intéressant aussi de travailler à une adaptation de cette liste à la réalité des médicaments, utilisés dans le service. Des aides également au calcul de doses, parce que finalement, on s'est rendu compte au niveau national que, souvent beaucoup des erreurs d'administration correspondent à des erreurs de calcul de doses, donc il puisse y avoir une aide à ce calcul de doses. Des outils d'aide également pour la reconstitution des médicaments injectables en termes de solvants et cetera. Et puis mettre à disposition, des infirmiers et des services, des étiquettes qui permettent d'étiqueter les préparations injectables qui sont réalisées juste avant l'injection. Et quel que soit le médicament, quelle que soit la voie d'administration, le médicament doit rester identifiable jusqu'à l'administration. Heu, Quand même signaler que pour ce qui concerne l'HAD, il y a un cas particulier puisque ce qui est demandé, c'est qu'à l'entrée du patient, à l'admission du patient en HAD et de manière régulière, soient, évaluées et réévaluées les modalités de préparation des médicaments, les modalités d'administration, qui administre, est-ce que c'est l'équipe, qui passe, avec l'infirmier qui passe? Est-ce que c'est pour certaines prises, pour certains médicaments, le patient lui-même ou son entourage? Et puis comment est réalisée la traçabilité de l'administration. Donc ça, c'est le cas particulier de l'HAD. Puis il y a d'autres points de vigilance, hein, sur l'administration qui ne sont pas forcément sur la fiche pédagogique, mais dont on doit tenir compte. C'est par exemple, quid de la préparation des piluliers par l'équipe de nuit? Si ça se passe dans votre établissement, ben, finalement, qu'est-ce qu'on en fait? C'est pas interdit, mais comment est-ce qu'on le sécurise vraiment? Et on en parle avec les professionnels. Vraiment, c'est pas un décret qui tombe, mais c'est vraiment comment on en parle avec les professionnels et comment on sécurise la chose. Est-ce que, par exemple, pour certains médicaments à risque ou pour les médicaments à risque des services, on ne mettrait pas en place des vérifications croisées, heu, avant d'administrer un médicament à risque quand c'est possible? Discuter aussi de ça avec les professionnels. Heu, S'intéresser aussi, et c'est très important, à l'utilisation des dispositifs d'administration injectables, les pousse-seringues, les pompes, s'assurer qu'ils sont harmonisés au niveau de l'établissement et puis que tout le monde sait les utiliser, qu'on a bien mis les modes d'emploi, et les modes d'utilisation à disposition et que quand on change, d'un de ces dispositifs, ben, on s'assure bien que chacun, connaisse la nouvelle utilisation et cetera. Donc ça aussi, c'est des points de vigilance à avoir. Ensuite, il y a le focus sur le bon usage des antibiotiques. Donc là, la HAS décline et ça, ce sont en fait les éléments, d'évaluation du critère propre à l'antibiothérapie. Est-ce que c'est justifié? Est-ce que c'est argumenté? Est-ce qu'on retrouve les prélèvements, pardon, bactériologiques effectués qui sont tracés dans le dossier? Est-ce qu'il y a une alerte qui permet de se dire: «Attention, il va falloir réévaluer le traitement puisqu'on arrive à la 72e heure»? Est-ce qu'il y a localement des protocoles d'antibiothérapie qui sont, actualisés? Est-ce qu'il y a des évaluations des bonnes pratiques, d'antibiothérapie qui sont réalisées également? Réalisées, diffusées et dont les résultats permettent d'améliorer les pratiques? Est-ce qu'il y a des formations régulières
au bon usage des antibiotiques et en particulier au niveau des médecins, des internes et la question sera posée aux médecins, aux internes, hein. Par exemple, de quand date votre dernière formation au bon usage des antibiotiques? Voilà, est-ce qu'il y a un référent antibiotique, local ou régional auquel on peut faire appel? Et puis, est-ce que les patients, les proches sont informés sur le bon usage des antibiotiques? Donc là encore des points précis. Ensuite, on a l'étape d'approvisionnement, transport et stockage des produits de santé, et ce qui va être, évalué, c'est, comment sont gérées les commandes pour approvisionnement, en sachant que, en parlant de ça, la HAS, pense surtout aux commandes internes, c'est-à-dire la logistique d'aval entre la pharmacie et les services. Les commandes standardisées et les commandes en urgence. C'est surtout ça. Comment est-ce que vous faites pour, pouvoir mettre à disposition d'un service qui a un patient, dont l'état nécessite, un médicament qu'il ne détient pas? Comment est-ce que ça se passe en urgence? Mais dans notre démarche, heu, interne, enfin d'auto-évaluation de la prise en charge médicamenteuse, bien sûr, on doit aussi, évaluer et améliorer ce qui est en grisé, c'est-à-dire notre logistique amont. Comment est-ce qu'on gère l'approvisionnement de la PUI en médicaments, dans la mesure où la quasi-totalité de nos fournisseurs sont, outre-mer, sont de l'autre côté de l'Atlantique. Donc comment est-ce qu'on s'y prend? Ça, c'est dans la boucle. Ce ne sera pas forcément évalué, ni discuté, ni échangé par les experts visiteurs, mais dans notre démarche d'optimiser la prise en charge médicamenteuse, il faut absolument qu'on en tienne compte. Concernant la question du transport des produits de santé, donc ce qui doit être heu, regardé, oui, observé et discuté avec les professionnels, c'est, l'hygiène, les conditions d'hygiène. Est-ce que les containers qui permettent le transport des médicaments, les armoires à pharmacie sont propres? Est-ce que le transport se fait dans des conditions de sécurité, dans le respect de la chaîne du froid pour les médicaments thermosensibles? Et puis aussi, quelles sont les conditions de transport si on est en urgence ou pour des produits particuliers? Et puis, pareil, les règles de stockage, hein, on va observer les armoires, et puis vérifier, ce sera vérifié, l'absence de périmé. Donc ça veut dire que dans vos organisations, mais ça existe dans tous les établissements, dans tous les services, hein, comment est-ce qu'on contrôle, l'absence de périmé? Comment on évite la péremption et comment on contrôle l'absence de périmé? Donc les règles de stockage, elles vont essentiellement être regardées dans les unités de soins. Mais il n'est pas exclu que les experts s'intéressent aussi au stockage à la pharmacie s'il y a des points d'alerte, des points qui les interpellent, pas forcément d'alerte, mais des points qui les interpellent. Ça va être quand même essentiellement le stockage au niveau des unités de soins et ils vont par exemple aussi regarder les quantités de médicaments à risque qui sont stockés parce qu'un des moyens d'éviter, un mésusage ou une erreur en lien avec un médicament à risque, c'est de ne pas en avoir des surstocks. Donc voilà, les quantités. Ils vont vérifier qu'au moment de la préparation, la zone de stockage n'est pas aussi la zone de préparation et puis voilà, ils vont vérifier, toute une série de points qu'encore une fois, chaque établissement peut lui aussi regarder à l'avance. Le point suivant, ça va être, la conciliation des traitements médicamenteux, donc on l'a vu, un critère avancé, qui va être évalué essentiellement à travers la rencontre avec la gouvernance et puis en discutant avec les pharmaciens et les médecins. En gros, c'est, où est-ce que vous en êtes? Est-ce que c'est une thématique sur laquelle vous avez déjà avancé? Et du coup, est-ce que vous faites, par exemple, la conciliation pour certains patients? Par exemple, tous les patients âgés de plus de 70 ans, ou 65 ans, ont systématiquement une conciliation à l'entrée. Comment est-ce que vous prévoyez de déployer cette conciliation médicamenteuse? Voilà, les points, qui peuvent être, vus lors de l'évaluation de ce critère et qui doivent aussi servir de jalon si vous envisagez ou dans la manière dont vous allez envisager de déployer cette conciliation médicamenteuse. Concernant les médicaments à risque, alors ce qui est attendu, c'est que les médicaments à risque soient identifiés, que l'on sache que tel médicament est un médicament à risque. Ça veut dire que ce qui est le plus simple quand même, c'est pas il y a peut-être d'autres moyens, mais le moyen le plus simple, c'est de se dire là, on prend un code commun et qui dit ça, attention, médicament à risque. Donc, ce qui est bien, c'est que vous puissiez avoir un pictogramme d'identification qui puisse être apposé en fait dès la pharmacie. Dès que la pharmacie délivre un médicament à risque, elle appose le pictogramme, donc ça peut être une étiquette, et du coup, ce pictogramme reste pendant la période de transport, de stockage, jusqu'à l'administration du médicament.
Donc il y a plusieurs exemples, hein, vous pouvez en trouver sur internet, vous en avez peut-être, vous pouvez le créer, peu importe. Après, il est important que dans le service, il y ait la liste des médicaments à risque qui sont utilisés dans le service. Là encore, c'est pas une liste exhaustive de tous les médicaments à risque qui peuvent exister, dans la «pharmacopée» entre guillemets, c'est vraiment dans notre service, sur quoi on doit être vigilant et du coup, dès qu'un nouveau professionnel arrive, on peut lui donner l'information claire, concise, tout de suite. En sachant que les médicaments les plus à risque, en termes de catégorie, de classe, ce sont les anticoagulants, les narcotiques et les opiacés, les insulines et les sédatifs. Et vous pouvez et on ajoute aussi les médicaments à posologie, dose dépendante. Et puis, il y a aussi un point sur les never events, c'est-à-dire des événements qui ne devraient jamais arriver parce qu'ils sont graves et qu'on sait qu'ils sont totalement évitables. Les 3/4 de ces never events se situent à l'étape d'administration. Donc ça peut être des erreurs de dose, des erreurs de voix pardon, des erreurs de posologie, de médicaments, des erreurs de préparation, de prescription. Cette liste, en fait, c'est comment est-ce que dans votre, établissement et dans chaque service, et donc ça c'est réfléchi au niveau de l'établissement, on sensibilise les professionnels à ces never events et comment est-ce qu'on met en place des verrous, des garde-fous pour que justement ces événements n'arrivent jamais. Donc ça va être évalué. Alors concernant les médicaments à risque, heu, comme vous le savez pour la plupart d'entre vous, la FORAP, donc qui est la Fédération des structures régionales d'appui, a sorti une fiche mémo, sur ce critère impératif des médicaments à risque, où elle met la lumière sur vraiment des points de vigilance. Donc il y a certains points que j'ai énoncés tout à l'heure, puis il y en a d'autres, et la fiche a été actualisée dans sa mise en forme, avec le nouveau manuel de certification, enfin l'actualisation du manuel de certification. Mais donc cette fiche mémo, elle est disponible au niveau de l'Oracle. Je pense que tous les établissements de Guadeloupe maintenant l'ont, et c'est vraiment un point de vi les points de vigilance, les regards un petit peu, les éclairages de la FORAP sur comment est-ce qu'on peut améliorer cette maîtrise. Ensuite, on a l'évaluation des pratiques. Donc l'évaluation des pratiques de prise en charge médicamenteuse, ce sur quoi la HAS va porter son regard, ça va être comment est-ce que l'établissement suit le CAQES, le contrat passé avec l'Omédit, et du coup l'ARS. Comment est-ce que l'établissement suit les résultats des indicateurs qualité sécurité des soins, essentiellement antibiothérapie. Comment est-ce que l'établissement met en place des évaluations des pratiques professionnelles, un autodiagnostic de son circuit du médicament et puis comment il gère, comment il analyse et il s'améliore à partir des événements indésirables survenus. Donc pour ces 3 derniers points, les EPP, les auto-évaluations du circuit du médicament, les RMM, les remèdes, il faut absolument qu'il y ait une implication de tous les acteurs du processus et maintenant quand on dit tous les acteurs du processus, comme on l'a vu au début, on voit que c'est vraiment tout le monde. Le processus, les acteurs du processus opérationnel, qui sont multiples et variés et qui doivent se coordonner et qui doivent se comprendre, mais ça implique aussi, les acteurs du processus de management, certains en tout cas. Donc pour, accompagner cette EPP, il y a des outils. Donc là encore, la FORAP, a mis en place et propose aux établissements qui le souhaitent, rien d'obligatoire, des grilles pour s'évaluer sur la gestion des médicaments à risque, au regard des attendus de la HAS. Donc c'est un fichier Excel et on propose en fait, la FORAP propose que à l'échelon de l'unité de soins, les acteurs du processus opérationnel, c'est-à-dire les médecins, les sages-femmes, les infirmiers, les cadres, les pharmaciens, les préparateurs en pharmacie, puissent évaluer, la manière dont sont gérés les médicaments à risque, à la fois pour que les professionnels de terrain s'approprient les impératifs de cette, gestion des médicaments à risque et pour que assez régulièrement et facilement, on puisse identifier les points à améliorer. Et donc cet outil, c'est en fait quelques questions assez rapides, il y en a pas beaucoup, des entretiens avec les prescripteurs, mais l'idée c'est de faire des entretiens individuels avec, la totalité ou la grande majorité des médecins du service, avec un pourcentage représentatif, hein, au moins, la moitié, un tiers ou la moitié des infirmiers du service, sur qu'est-ce qu'ils connaissent? Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce voilà, comment ils gèrent les médicaments à risque? Et puis il y a aussi des points plus structurants, hein, plus structurels plutôt, d'observation du circuit des médicaments à risque.
Et donc, une des propositions aussi, c'est de se dire que l'audit ne soit pas conduit par, une tierce personne extérieure, par exemple le service qualité, mais qu'il puisse être à tour de rôle conduit par des professionnels des u de chacune de ces unités, voire même des audits croisés entre unités de soins. Et en le faisant de cette manière-là, ça met vraiment à la main des unités de soins cet outil et c'est plus facile après de discuter des résultats qui d'ailleurs peuvent se présenter sous forme de tableau ou sous forme de radar, de diagramme radar et du coup d'identifier les actions, enfin les points à améliorer. Et ce qui est recommandé, c'est de pouvoir restituer les résultats très rapidement pour que ça parle aux personnes qui auront eu l'entretien, 3-4 ou au maximum 7 jours avant et qu'on puisse, partager les résultats de l'EPP. Donc ça, c'est un outil Excel qui est disponible là aussi au niveau de l'Orax. Et puis il y a également un outil FORAP, déjà partagé sur la version, 1er manuel de certification et qui est en cours d'actualisation, où en fait on propose des questionnements à soumettre aux professionnels, à la manière des experts visiteurs, pour pouvoir mener une auto-évaluation selon la grille traceur ciblé de la HAS. Donc par exemple, si on prend, un extrait de ce guide d'entretien, si on s'intéresse au critère 2.3.0.3, qui est le critère sur les bonnes pratiques de prescription et de dispensation des médicaments, un des éléments d'évaluation de ce critère, c'est la dispensation des médicaments est sécurisée et adaptée aux besoins des services au regard des prescriptions. Donc face à cet élément d'évaluation, sur la grille du traceur ciblé, on va juste répondre oui ou non. Mais pour étayer cette réponse oui ou non, ça veut dire qu'on va rencontrer les professionnels et poser un certain nombre de questions. Et donc, par exemple, on peut se dire que on va rencontrer les prescripteurs et on va leur poser la question: «Est-ce que vous avez accès à distance au DPI?» Vous voyez que c'est un des moyens, de sécuriser. Comment est-ce que vous êtes organisé pour prescrire un médicament en cas d'absence du médecin du service? Si par exemple un patient arrive alors que le médecin est déjà parti ou suite à une évolution dans la nuit. Est-ce que parfois vous réalisez des prescriptions orales? Et si oui, selon quelles règles? Vous voyez? Vous réalisez des prescriptions orales selon quelles règles? Alors on va répondre non dans les 2 cas, mais comptez sur les experts visiteurs pour poser la question ou en tout cas pour avoir l'information différemment. Ce sera une question beaucoup plus ouverte. Pour les infirmiers, on peut leur demander: «Est-ce que l'organisation avec la pharmacie vous permet, d'avoir les médicaments, heu, ou en tout cas, comment est-ce que l'organisation avec la pharmacie vous permet d'avoir les médicaments dans le service? Comment est-ce que les médicaments arrivent dans le service? Et en particulier les médicaments thermosensibles. Est-ce que la fréquence de livraison répond à vos besoins? Est-ce que vous avez eu des situations où vous étiez en rupture de médicaments parce que vous n'aviez pas été, livré par la pharmacie? Voilà, un certain nombre de questions qui peuvent être destinées à l'infirmier. Et puis, il peut y avoir aussi des questions pour le préparateur en pharmacie. Les préparateurs seront rencontrés. Comment assurez-vous la dispensation du médicament? Comment est-ce que vous préparez les piluliers si on est dans le cas de la dispensation, nominative, individuelle? Et du coup, comment est-ce que vous sécurisez le circuit, hein, pour le transport? Et par exemple, on a cette prescription, la prescription de tel, médicament qui a été réalisée pour le patient de tel service, hein. On a une cible, donc la prescription ce sera la cible sera la prescription. Donc concernant la préparation pour cette prescription, comment est-ce que vous êtes arrivé la demande et comment est-ce que vous réalisez la dispensation? Donc vous voyez qu'on a dans ce guide d'entretien, pour chacun des éléments d'évaluation, des propositions de questions pour que finalement vous puissiez, vous-même mener ce traceur ciblé. Donc ce document est déjà aussi largement disponible. Voilà. Après je voulais aussi juste attirer votre attention sur le fait que la HAS a mis à disposition depuis 2021 un certain nombre de fiches, qu'elle appelle Flash sécurité patient, qu'elle a élaborées à partir de la base nationale sur les événements indésirables, graves qui sont, signalés sur les portails des ARS ou bien en lien avec l'accréditation des médecins et en fait ces fiches, elles permettent de présenter 2, 3 ou 4 événements indésirables graves en lien avec une problématique, préciser les barrières qu'il faut mettre en place, qu'il faut absolument, consolider pour qu'un tel événement ne se reproduise pas et puis, la fiche enfin fait le lien vers d'autres références, vers des références pardon, pour pouvoir en particulier s'auto-évaluer. Et donc concernant le médicament, il y a eu 4 publications jusqu'à maintenant. Une publication sur les médicaments à risque, une publication plus spécifique sur le chlorure de potassium,
une publication sur les dispositifs médicaux d'administration des médicaments, en particulier les pousse-seringues, et une publication sur, la règle de 3 et le calcul des doses médicamenteuses. Voilà. Alors j'ai peut-être un petit peu été longue, je vais là maintenant arrêter le diaporama. J'y arrive.